Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat pour l'ouverture de la session ordinaire du Parlement. Dans le cadre de leur semaine de contrôle de l'action gouvernementale, les sénateurs débattent cet après-midi du financement de l'hôpital. Début septembre, Marisol Touraine, ministre de la Santé, a lancé un nouveau pacte de confiance pour l'hôpital. Elle veut modifier le mode de financement de l'hôpital tout en renonçant à une convergence tarifaire publique-privée. Pour la ministre, l'hôpital ne doit pas être seulement guidée par une logique comptable, même si elle n'entend pas revenir sur la loi HPST, Hôpital, Patients, Santé et Territoire, votée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors qu'en pensent les sénateurs? Eh bien tout de suite, direction l'hémicycle. Bon après-midi à tous. Mesdames les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle le débat sur le financement de l'hôpital à la demande de la Commission des affaires sociales. Madame la ministre, vous voulez la parole? Je vous la donne bien volontiers. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour vous indiquer, évidemment d'abord, le plaisir que j'ai à être parmi vous pour ce débat qui est un débat tout à fait majeur, et je remercie d'ailleurs les présidents, rapporteurs de cette mission d'être venus l'évoquer avec moi. Il y a cet après-midi un séminaire gouvernemental organisé par le Premier ministre sur la réforme de l'État. Je devrais donc malheureusement vous quitter vers 16h15, sans doute avant d'avoir pu répondre aux interventions des orateurs, et donc je voulais m'en excuser auprès de vous par avance, vous indiquer évidemment que je suis ces débats de très près, et le gouvernement sera bien entendu présent par la personne de Madame Dominique Bertinotti qui va suivre avec moi vos échanges et vos interventions. Merci Madame la ministre. Vous souhaitiez prendre la parole tout de suite? Si la Commission en est d'accord, moi j'y vois aucun inconvénient. Non? Alors, la parole est donc à Monsieur Yves Daudigny, rapporteur général de la Commission des affaires sociales, président de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, permettez-moi en premier lieu de remercier la Conférence des présidents et le gouvernement d'avoir inscrit au tout début de la nouvelle session ordinaire ce débat si important relatif au financement des établissements de santé. La mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale a travaillé sur ce thème 6 mois durant, organisant 22 auditions et tables rondes avec l'ensemble des professionnels concernés, se déplaçant à Lyon, Lille, Rennes, Laval, Avignon, Château-Thierry et en Seine-Saint-Denis, ce qui nous a permis de visiter des établissements de santé dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont très diverses. Présenté en juillet dernier, notre rapport a été adopté, je le souligne, à l'unanimité par la Commission des affaires sociales. Madame la ministre, vous avez lancé plusieurs chantiers d'envergure au sujet de l'hôpital. Vous évoquerez sûrement tout à l'heure le pacte de confiance que vous avez initié et les différentes autres missions que vous avez également lancées. Je me réjouis vivement que vous vous soyez approprié ce sujet dès votre nomination, car nous avons constaté, lors de nos auditions et sur le terrain, les attentes des personnels et des patients qui ont été quelque peu déboussolés, si vous me permettez cette expression, par les réformes qui se sont succédé ces dernières années à l'hôpital. D'ailleurs, même si chacun avait naturellement son idée sur les réformes passées et les améliorations à y apporter, il nous a été souvent réclamé du temps pour pouvoir les digérer et les mettre en œuvre sereinement. Pour autant, le champ d'étude de la MEX se limitait, ce qui était déjà ambitieux, au mode de financement des établissements de santé et plus précisément à la répartition des ressources que l'assurance maladie leur consacre. Je rappelle que ces dotations s'élèvent à 75 milliards d'euros en 2012, dont 55 milliards pour les établissements tarifés à l'activité. C'est dire
la place des hôpitaux dans l'accès aux soins et dans l'architecture de notre système de santé. La tarification à l'activité a été introduite à partir de 2004 pour la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, avec des mécanismes transitoires et des coefficients géographiques correcteurs. Elle consiste à fixer des tarifs correspondant chacun à un paiement forfaitaire par type de séjour. Un tel système, avec des modèles variables, est appliqué dans une grande majorité de pays occidentaux. Je limiterai mon intervention à quelques remarques générales sur la situation financière du secteur hospitalier pour laisser le temps au rapporteur de présenter les conclusions de la mission. Nous avons d'abord été surpris par la faiblesse des indicateurs statistiques et l'hétérogénéité des données publiées. Or, poser un diagnostic et envisager des solutions suppose un constat partagé. L'autonomie des établissements ne saurait justifier cette carence, car des statistiques bien plus fiables existent pour les collectivités locales dont la libre administration est reconnue constitutionnellement. Sous cette réserve, on constate que le déficit des établissements publics de santé s'est établi à 488 millions d'euros en 2010. Ce déficit diminue légèrement et il ne représente globalement qu'une part faible des produits d'exploitation, 0,8% en 2010. De leur côté, les résultats du secteur privé commercial se dégradent. Pour autant, ces résultats d'ensemble ne doivent pas masquer d'importantes disparités entre établissements. Ainsi, dans le secteur public, 80% du déficit reste concentré sur moins de 50 hôpitaux, pour l'essentiel des CHU, dont plus de la moitié est dans cette situation. Le déficit de la seule AP-HP s'élevait à 115 millions d'euros en 2010. Deux éléments sont à prendre en compte pour l'avenir. Les dépenses d'investissement des établissements publics ont doublé en 10 ans pour atteindre 6,4 milliards en 2010. Leur dette a également doublé, mais dans les 5 dernières années seulement, pour s'élever à 24 milliards fin 2010. Le plan Hôpital 2007 a, de ce point de vue, enclenché une mécanique très critiquée à juste titre par la Cour des comptes. Il en résulte un alourdissement durable des charges d'amortissement et d'intérêts d'emprunt qui pèsent sur le budget des établissements et rend difficile pour certains d'entre eux le retour à l'équilibre. La sensibilité des hôpitaux à l'évolution des frais financiers est devenue un élément à prendre en considération pour l'avenir. D'autant plus que, face à cette évolution structurelle, la crise financière rend délicat de manière conjoncturelle l'accès au crédit pour l'ensemble des établissements, que ce soit en ligne de trésorerie de court terme ou en emprunt de long terme. Je précise, Madame la Ministre, que nous aurons l'occasion d'évoquer différents sujets ayant trait aux finances hospitalières dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, notamment celui du tarif journalier de prestation. Mais pouvez-vous d'ores et déjà nous dire quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour soutenir les établissements en ce qui concerne l'accès au crédit et les relations avec les banques? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Jacky Lemaine, rapporteur de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, le rapport que j'ai eu le plaisir de préparer dans le cadre de la MEX avec mon collègue Alain Milon contient de nombreux éléments de diagnostic et de présentation, mais dans le temps qui nous est imparti, je vous propose plutôt de concentrer mon propos sur nos conclusions et nos propositions. Comme l'indiquait à l'instant notre collègue Yves Daudigny, président de la MEX, la T2A, la tarification à l'activité, est largement répandue dans les pays occidentaux, sous une forme ou sous une autre. Et la MEX ne remet pas en cause le principe d'une tarification à l'activité. C'est un point fort dont les atouts par rapport au système antérieur du prix de journée
et de la dotation globale sont indéniables. Nous en sommes convaincus, le financement des établissements doit rester lié à leur activité pour améliorer la transparence, l'organisation et les modalités de prise en charge. La tarification à l'activité, la T2A, a fait l'objet de jugements très divers, parfois très tranchés, très sévères, car elle est apparue comme un moyen de régulation, voire de contrainte. Elle a indéniablement souffert d'une extrême complexité et d'une mise en œuvre technocratique insuffisamment transparente. En outre, ces modalités ont trop fluctué d'une année sur l'autre. Elle ne devrait pourtant constituer qu'un outil de répartition des ressources et une de nos premières recommandations pourrait être de ne pas tenter de faire jouer à l'instrument plus qu'il n'est capable de réaliser. On a parfois l'impression qu'à défaut de pouvoir prendre des décisions en termes de restructuration ou d'organisation, on a utilisé le levier de la T2A. Celle-ci a révélé des difficultés que l'on n'a pas voulu ou su traiter par ailleurs. En outre, son application doit être plus prévisible pour les établissements, car on ne peut mener à bien un projet si les tarifs sont perpétuellement remis en cause. Sur le fond maintenant, nous avons constaté que la T2A est peu adaptée à certaines activités médicales et à des territoires isolés. Nous proposons d'une part de travailler sur une nouvelle classification commune des actes médicaux, la CCAM, et d'adopter une classification clinique permettant de financer plus justement le temps médical passé auprès des patients et, d'autre part, de réunir des conférences de consensus pluridisciplinaires pour définir, sur des critères médicaux, des activités pouvant relever d'un financement au séjour. Cette méthodologie, partant du terrain et concertée, peut permettre de sortir de certains affrontements stériles. Les activités qui ne relèvent pas d'une telle logique pourraient être financées soit par un système plus forfaitaire, tout en gardant un lien avec l'activité, et j'insiste, soit par une dotation minimale de fonctionnement constitutive d'une fraction des coûts fixes. Dans le même esprit, les missions de service public doivent être mieux couvertes et les inégalités territoriales de santé mieux prises en compte. La présence hospitalière dans une zone isolée ou peu dense signifie des coûts fixes plus élevés qu'ailleurs, alors que la logique de la T2A est celle d'un calcul moyen national. Je me permets à cet instant une parenthèse. Notre mission n'a pas analysé spécifiquement les difficultés rencontrées par les Outre-mer, car la Commission des affaires sociales a publié il y a un an un rapport d'information dédié aux questions de santé et de logement en Martinique et en Guyane, suite à une mission sur place conduite par notre collègue Mme Muguette Dini, alors présidente de la Commission des affaires sociales, et un rapport a été établi à la suite. Pour revenir à la T2A, nous avons pointé du doigt les imperfections de la construction tarifaire. L'étude nationale des coûts repose sur un échantillon trop faible et pas suffisamment représentatif de la diversité des établissements, et des retraitements statistiques permanents nuisent à la lisibilité de l'ensemble. Au total, le calcul des coûts, déjà imparfait, est en fait largement déconnecté de l'élaboration de la grille tarifaire. En outre, à défaut de la mise en place de réels outils pour piloter l'activité, la France a choisi de facto une régulation des dépenses par les tarifs plutôt que par les volumes, et ce, à un niveau macroéconomique sans prise en compte de l'activité de chacun des établissements pris individuellement. Ceci explique que les tarifs s'éloignent des coûts réels constatés dans les établissements, ce qui n'est pas satisfaisant pour les gestionnaires et les équipes. Au confluent des limites médicales et territoriales de la T2A se trouvent les 350 hôpitaux locaux, ex-hôpitaux ruraux, dont la loi prévoit qu'ils doivent appliquer la tarification à l'activité au 1er mars 2013. Cette évolution nous semble inappropriée, car ces hôpitaux, qui rendent un grand service public de proximité, seront particulièrement frappés par deux défauts actuels de la T2A. Ils pratiquent principalement la médecine gériatrique avec peu d'actes techniques. Ils se trouvent dans des zones isolées ou peu denses en professionnels de santé. Sur ce point, Madame la Ministre, quelles sont les intentions du Gouvernement en ce qui concerne le passage à la T2A des hôpitaux locaux? Plus globalement, ne serait-il pas opportun de commander une étude sur la place de ces établissements qui pourrait être utilement valorisée pour répondre à certains défis actuels de notre système de santé? Je voudrais évoquer maintenant un sujet qui a été particulièrement décrié, la convergence. La mise en place d'une tarification liée à l'acte thérapeutique conduit presque instinctivement à l'idée que le financement doit être égal, quel que soit le lieu, les modalités d'exercice ou le patient concerné. Or, comme l'a montré la Cour des comptes,
le processus de convergence intrasectorielle a déjà révélé les limites de cette intuition. Ces limites ne peuvent être que plus fortes pour la convergence intersectorielle entre les grilles tarifaires, le champ même des tarifs étant différent entre les secteurs privés et publics. Ce processus présente des biais méthodologiques rédhibitoires que nous avons signalés dans notre rapport. Alors que des comparaisons ne pourraient légitimement s'effectuer que toutes choses égales par ailleurs, des différences fondamentales existent entre les établissements de santé en ce qui concerne les modes de prise en charge, les contraintes d'organisation, le coût des personnels ou encore la capacité à programmer son activité qui ne dépend pas uniquement de la gestion administrative ou médicale. En outre, les tarifs reposent aujourd'hui sur des coûts moyens calculés à l'échelle nationale dont la construction présente, je l'ai dit, certains défauts. Pour l'ensemble de ces raisons, notre rapport, qui, je le rappelle, a été adopté à l'unanimité de la Commission des affaires sociales, comme le précisait le président de l'AMEX, demande la suspension du processus de convergence tarifaire. Madame la ministre, vous avez annoncé que vous proposerez cette mesure dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Je m'en félicite. Un autre sujet a souvent été évoqué durant nos auditions et déplacements, l'investissement hospitalier. Aujourd'hui, il est presque exclusivement financé par l'assurance maladie via le Fonds de modernisation des établissements de santé et les tarifs. Nous nous sommes interrogés. Est-ce légitime que le remboursement des soins finance l'investissement immobilier ou les constructions nouvelles d'établissements notamment? Nous ne le pensons pas. Dans le contexte dégradé de nos finances publiques, il s'agit d'une réflexion bien sûr à moyen terme, mais il nous semble nécessaire, d'une part, de remettre à plat les logiques de financement et, d'autre part, de trouver pour ce type de dépenses une meilleure gouvernance afin d'optimiser les choix des projets. Dans le champ de la T2A, c'est-à-dire la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, les tarifs représentent 75% des financements, ce qui est une part certainement excessive, comme nous l'avons vu précédemment. Une part de 10% obéit à des logiques diverses, principalement le paiement direct de certains médicaments onéreux et de dispositifs médicaux ou des forfaits pour des activités comme les urgences. Les 15% restants font, comme la convergence, l'objet de dissensions constantes entre les représentants des hôpitaux et des cliniques. Cet ensemble hétéroclite et nouveau et émouvant est regroupé dans la dotation des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les MIGAC. Madame la ministre, vous avez annoncé divers groupes de travail. Je crois qu'il serait utile d'en consacrer un à la remise à plat de ces MIGAC qui doivent être simplifiés et clarifiés pour conforter les missions de service public de l'hôpital. Par ailleurs, nous nous sommes interrogés sur la place des activités de recherche et d'enseignement dans les MIGAC. Excusez-moi. Cette dotation, dite mairie, qui représente quand même 2,7 milliards d'euros, représente environ le tiers des MIGAC, alors que plusieurs de ces lignes relèvent clairement de la responsabilité de l'État. Elle a beaucoup augmenté ces dernières années et a donc pesé sur l'ONDAM en tant qu'enveloppe fermée. Comme pour les investissements immobiliers, nous croyons qu'il faut mener une réflexion sur la répartition des responsabilités et des financeurs sur cette question des mairies. Nous nous sommes également intéressés aux modalités de régulation macroéconomique des dépenses qui nous semblent, comme à beaucoup d'autres acteurs, insatisfaisantes. Je l'ai dit, elles passent par l'ajustement à la baisse des tarifs qui ont, en pratique, baissé continuellement ces dernières années et par la mise en réserve annuelle d'une part des MIGAC. La construction et la baisse des tarifs sont des symboles, à nos yeux, des défauts de la mise en œuvre de la T2A. Un établissement dont l'activité croît, mais moins vite que la prévision nationale, voit ses recettes baisser d'une année sur l'autre. C'est incompréhensible, démotivant pour les équipes médicales et soignantes, ainsi que pour les cadres de direction des établissements. Nous demandons en conséquence une réforme globale de la régulation des dépenses pour la rapprocher de l'activité propre de chaque établissement et éviter la mise en réserve infra-annuelle de crédits budgétaires. Un autre élément est apparu durant nos travaux. La T2A peut faire obstacle aux coopérations hospitalières, car les établissements n'ont intérêt ni à partager leur activité, ni même à échanger du temps médical. De ce fait, la T2A peut se révéler contraire à un objectif politique pourtant important. Nous pensons qu'il est possible de donner aux agences régionales de santé, les ARS, les moyens d'attribuer de manière contractuelle des financements temporaires pour accompagner les coopérations hospitalières. À ce niveau, je me permets de vous poser une nouvelle question, Madame la Ministre.
comment entendez-vous conjuguer la mécanique individualiste de la T2A avec l'objectif de développement de la coopération entre établissements? De manière générale, nous estimons nécessaire d'attribuer plus de marge de manœuvre aux ARS pour accompagner les établissements dans leurs projets. Dans un autre volet, notre rapport souligne que chacun de nos déplacements a été ponctué par un sujet qui est manifestement très mal vécu par la communauté hospitalière, les contrôles de l'assurance maladie. Réalisés sous l'égide de l'ARS, leur principe n'est aucunement remis en cause. Ils sont essentiels dans un système de tarification à l'activité, mais la pratique est, là aussi, insatisfaisante. Les personnels les ressentent souvent comme effectués systématiquement à charge et à la limite de la remise en cause, a posteriori bien sûr, de décisions thérapeutiques. Restaurer la confiance et la sérénité est nécessaire, ce qui passe par une meilleure association des acteurs, un renforcement du pilotage national et l'élargissement de la composition des équipes de contrôle sur le terrain à des praticiens vacataires exerçant en établissement. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles sont aussi les intentions du gouvernement sous cet angle? Je terminerai par un point qui ne doit pas demeurer dans le champ technique, c'est le développement et l'interconnexion des systèmes d'information. Les capacités technologiques existent dorénavant. Il s'agit de les mettre en place de manière coordonnée pour améliorer notre organisation sanitaire. C'est une étape indispensable au développement concret de la notion de parcours de santé, mais je laisse à ce sujet, sur la notion de parcours de santé, bien évidemment la parole à mon collègue Alain Milon, co-rapporteur et vice-président de l'AMEX. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Alain Milon, rapporteur de l'AMEX. Bien, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, Jacky Lemaine a présenté les principales propositions que nous avons formulées pour revoir le périmètre et le fonctionnement de la T2A. Je vais de mon côté évoquer la question de la qualité de la prise en charge des patients. Le premier aspect de la qualité des soins, c'est d'abord leur pertinence. Il est certain que la mise en place de la T2A a entraîné un effet de rattrapage dans le codage des actes, puisque l'amélioration de leur recensement a un impact immédiat pour les ressources de l'établissement. Ceci explique d'ailleurs en partie la progression des dépenses hospitalières et cet effet devrait s'estomper. Il est extrêmement difficile d'isoler les effets propres de la T2A dans la mesure où elle interagit avec d'autres facteurs, mais une fraction significative de l'augmentation de l'activité tient à des facteurs indépendants de la tarification, les besoins de santé de la population, le vieillissement de celle-ci, le développement de maladies chroniques en particulier. D'autres phénomènes plus critiquables contribuent cependant au développement de l'activité. Par exemple, Madame la Ministre, le risque de séquençage des séjours. Lorsqu'un patient nécessite un nombre d'actes plus élevé que celui sur lequel est fondé le coût moyen de son séjour, et lorsqu'il est souhaitable de pratiquer un examen ou un acte qui ne relève pas de sa pathologie principale et qui n'est donc pas intégré au tarif, l'établissement peut avoir intérêt à laisser sortir le malade pour le faire revenir quelques jours après. Par ailleurs, nous avons en particulier été frappés, durant nos entretiens, par l'importance des actes pratiqués pour des raisons de couverture médico-légale du praticien au nom du principe de précaution et dans la perspective d'éventuels contentieux. Il est naturellement difficile d'avancer quelle part des actes pratiqués ressort de cette logique et, plus globalement, quels sont ceux qui sont inutiles ou superflus. Mais tant la Fédération hospitalière de France que plusieurs sociétés savantes ont montré l'importance de ce type d'actes. Or, s'ils ont un coût pour la société, ils n'améliorent pas la qualité de la prise en charge et peuvent, le cas échéant, avoir un impact négatif sur le patient. À cet égard, il est absolument nécessaire de s'emparer
de la question des hospitalisations évitables des personnes âgées, qui sont catastrophiques pour leur propre santé. Plusieurs études l'ont démontré. Pour cela, mesdames les ministres, il serait intéressant de préconiser la création d'un véritable service public de santé, qui constitue la pierre angulaire de la stratégie de groupe du service public hospitalier et médico-social dans les territoires de santé. Cette politique traduit non pas une volonté d'aboutir à un système autocentré sur les hôpitaux publics, mais au contraire de servir de socle au service des autres acteurs sur un territoire donné, y compris en ce qui concerne d'ailleurs le rôle du CHU en matière d'enseignement et de recherche. Cela concerne aussi bien les acteurs de soins libéraux que les maisons de santé, les services d'HAD ou de soins à domicile, que les acteurs médico-sociaux, voire sociaux. Pour arriver à cet objectif, permettant à terme la création de véritables filières de soins par type de pathologie, il est nécessaire de lever certains obstacles ne permettant pas d'aller dans ce sens. La loi HPST, avec toutes ses qualités et tous ses défauts, a proposé de nouveaux outils dans cet esprit. Ainsi, la CHT a été l'un de ceux-là. Il est nécessaire d'aller plus loin et d'être plus volontariste en réintroduisant la possibilité de créer des CHT intégrés. Pour lutter contre ces hospitalisations évitables, nous demandons à la Haute Autorité de santé de mettre en place plus rapidement ces référentiels et guides de bonne pratique. En outre, nous devons revoir la question de la couverture assurantielle des praticiens et des établissements afin d'éviter la multiplication des actes destinés à une couverture légale. L'amélioration des pratiques passera nécessairement par une meilleure formation à ces questions et il est essentiel d'intégrer la dimension médico-économique et la pertinence des actes dans l'ensemble des études de santé initiales et continues. Madame la ministre, quelles sont les intentions du gouvernement pour mieux évaluer et pour lutter contre ce phénomène préoccupant d'actes inutiles ou superflus qui concerne autant la médecine de ville que l'hôpital? Avant d'en venir plus directement à la question de la qualité, je souhaiterais dire quelques mots de la télémédecine. La France reste clairement en retard, alors que ces nouvelles procédures sont très prometteuses pour réduire à l'isolement de certains patients et à l'évolution de la démographie médicale. C'est pourquoi nous proposons que les actes de télémédecine soient explicitement inclus dans la grille tarifaire pour en assurer la visibilité et la pérennité. Après de longues discussions, nous avons estimé que la démarche de qualité, qui est indispensable, apparaît modélisable dans un système de financement sous la forme de bonus. Une telle action est nécessairement protéiforme et complexe, et il ne faudrait pas à nouveau tenter de faire jouer à la T2A un rôle dépassant largement celui d'un outil de répartition des ressources. Pourtant, on peut regretter que la France soit plutôt timide sur ces questions. Les indicateurs sont encore embryonnaires et insuffisamment partagés, alors même que ce processus permettrait d'éviter les palmarès qui fleurissent ici ou là dans la presse et qui sont malheureusement peu fondés scientifiquement. Nous proposons en conséquence le déploiement d'une véritable stratégie de la qualité en confiant une responsabilité explicite de supervision et de mise en œuvre à une institution indépendante dotée pour cela de l'autorité suffisante. Cette stratégie doit, comme je vous l'ai dit, permettre de développer des indicateurs de qualité et de sécurité comprenant des sondages auprès des patients et de leurs familles et des personnels soignants. Ces indicateurs doivent recevoir également une large publicité. Nous proposons tout de même d'envisager une expérimentation qui consisterait, comme cela se pratique dans certains pays, à ne pas rembourser certains séjours lorsque surviennent des événements indésirables comme les maladies nosocomiales. Je souhaiterais enfin, comme m'y a invité Jackie Lemaine, évoquer un sujet central pour l'évolution structurelle de notre système de santé, le parcours de santé. Évoqué depuis quelques années dans de multiples rapports,
Cette notion doit maintenant trouver une traduction concrète et forte dans notre organisation. Tout milite en ce sens. Le développement des pathologies chroniques, le vieillissement de la population, l'évolution des demandes des patients et de leurs familles, la transformation des conditions de travail des professionnels de santé. Qui plus est, les techniques informatiques autorisent aujourd'hui la mise en œuvre aisée de procédures coordonnées entre l'ensemble des professionnels. Or, la T2A peut se révéler, par certains aspects, en contradiction avec la volonté de développement du parcours de santé. En effet, elle n'est pas organisée autour du malade, mais de sa maladie. Des expériences étrangères existent et nous devons avoir une approche pragmatique, voire expérimentale, pour identifier les pathologies qui pourraient être financées par une enveloppe globale, allant du diagnostic au traitement curatif et aux soins postérieurs. Nous estimons d'ailleurs que la réforme à venir du financement des soins de suite et de réadaptation doit être pensée et conçue dans ce sens. Les établissements de SSR s'insèrent par nature dans une logique de parcours puisqu'ils prennent en charge des patients après leur hospitalisation. Dans ce contexte, Madame la Ministre, quelles sont les intentions du Gouvernement en ce qui concerne la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation qui était initialement prévue pour 2013. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, le rapport que nous avons, Jackie Lemaine, moi et Yves Daudigny, brièvement présenté, s'inscrit dans la volonté d'améliorer les conditions de prise en charge des patients dans le cadre d'une enveloppe financière contrainte absolument nécessaire pour préserver notre système de santé. La T2A a beaucoup apporté en termes de transparence et d'organisation, mais elle reste un outil d'allocation de ressources. 8 années après son entrée en vigueur, elle peut et doit être améliorée à la fois pour prendre en compte des activités ou des situations qui se prêtent mal au financement par tarif et pour veiller à ce que la pertinence et la qualité des prises en charge restent en tout état de cause le fondement du fonctionnement de nos établissements. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite du débat, la parole est à madame Laurence Cohen pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, dire de notre système de santé qu'il est confronté aujourd'hui à des enjeux de taille est un doux euphémisme. La crise financière, économique et sociale que notre pays traverse depuis maintenant plusieurs années n'est pas sans conséquences pour nos concitoyens et les structures solidaires qui participent à notre système sanitaire. D'un côté, la dégradation massive de l'emploi, marquée par le dépassement dramatique de 3 millions de chômeurs, affaiblit considérablement le financement de notre protection sociale. Et les déremboursements successifs, les franchises médicales, la hausse de la fiscalité sur les mutuelles complémentaires ou les sanctions financières en cas de non-respect du parcours de soins aggravent les inégalités d'accès aux soins ainsi que les renoncements pour motifs économiques. De l'autre, les politiques comptables d'austérité appliquées à l'hôpital public sans discontinuer, je pense particulièrement à la tarification à l'activité et à la convergence tarifaire, ont eu pour effet de fragiliser les établissements publics de santé, à tel point que leur déficit constaté en 2010 est de 460 millions d'euros, dont 334 millions pèsent sur 32 centres hospitalo-universitaires. Et je ne mentionne pas ici l'obstination coupable de certains à vouloir appliquer aux hôpitaux les mêmes règles de fonctionnement que les cliniques commerciales et qui se sont concrétisées par la convergence tarifaire, puis la loi HPST, transformant progressivement les hôpitaux en de simples entreprises de soins. Ce sont au final les deux volets indispensables à la qualité des soins de nos concitoyens qui sont remis en cause. Les reculs en matière de soins préventifs et de premier recours se reportant naturellement sur les dépenses hospitalières, aggravant encore la situation précaire des hôpitaux. C'est la raison pour laquelle, au groupe CRC, nous considérons qu'il est impossible de revoir le financement de l'hôpital
sans mener de front une politique plus globale, intégrant par exemple la lutte concrète contre les déserts médicaux et les dépassements d'honoraires, la lutte contre les entraves financières aux soins de premier recours et, naturellement, le financement durable et solidaire de notre système de protection sociale. En même temps qu'il nous faut donc ouvrir ces chantiers, il nous faut répondre aux besoins de financement de l'hôpital public, car il y a urgence. C'est notamment ce qu'a déclaré le collectif Notre Santé en danger en appelant à la manifestation du 6 octobre prochain lors de la conférence de presse organisée jeudi dernier avec Annie David, Isabelle Pasquier et moi-même. Le Sénat contribue à une recherche de nouveaux financements et nous appuyons la démarche qui est la sienne et qui est défendue dans le rapport de la MEX lorsqu'il préconise de mettre un terme à la convergence tarifaire, ce que vous soutenez, Madame la Ministre. Or, si le gel est nécessaire, de nombreux tarifs ont déjà été arrêtés sur la base de ce processus d'assimilation du public et du privé. Aussi, il nous faut tirer toutes les conséquences de la proposition formulée dans ce rapport et mettre fin à des situations insoutenables pour les établissements publics de santé. Mais il faudra également, c'est en tout cas notre conviction, sortir de la logique d'un financement prioritairement assuré en fonction de l'activité. À défaut, les fermetures massives de services ou d'établissements de proximité, notamment les maternités et les centres d'interruption de grossesse, décidés par les agences régionales de santé, sans concertation avec les populations, les personnels et les élus, au seul motif de leur non-rentabilité, se poursuivront. Outre le caractère antidémocratique de ces mesures, nous ne pouvons accepter ces fermetures alors même que c'est précisément le mode actuel de financement des hôpitaux qui crée cette non-rentabilité. Le rapport de la MEX sur le sujet est clair lorsqu'il souligne que la T2A est peu adaptée à certaines activités. Face à ce constat que nous partageons, nous considérons qu'une mesure d'urgence s'impose, l'instauration d'un moratoire sur la fermeture de ces structures de santé. En même temps, une grande concertation réunissant ensemble des acteurs de la santé, des économistes, les partenaires sociaux et les élus doit s'ouvrir sur la création d'un mode alternatif de financement sur lequel l'activité serait certes prise en compte, mais où les missions de service public et les besoins des publics le seraient plus qu'ils ne sont aujourd'hui. Je suis naturellement consciente que ce mode de financement, qui correspond au plus près aux besoins des patients et des établissements, exige de renforcer la part de financement dédiée aux hôpitaux. Et je dois dire, au regard des éléments déjà parus dans la presse, faisant état d'une évolution de l'ONDAM probablement égale, voire inférieure à celle de l'année dernière, que nous sommes inquiets. Une telle évolution, compte tenu du niveau d'inflation prévisible, conduira à accroître lourdement la pression sur les établissements de santé et singulièrement les CHU. Or, certains d'entre eux sont dans des situations intenables et je pense notamment à celui de Caen. Vous le savez, nombreux sont les établissements de santé à équilibrer leurs comptes en réduisant leurs principales dépenses, celles de personnel. Cela nuit à la qualité d'accueil et de soins des malades, en même temps que cela dégrade les conditions de travail des personnels. La Fédération hospitalière de France considère pour sa part que l'évolution de l'ONDAM devrait être d'au moins 3,5 %. Il semblerait que nous en sommes loin. Dans ce contexte, tout doit être mis en œuvre pour desserrer les taux financiers qui pèsent sur les établissements publics de santé. Le poids des emprunts, dont certains sont toxiques, n'est plus supportable et prive bon nombre d'établissements des ressources dont ils ont pourtant cruellement besoin pour investir. La MEX fait la proposition que ces financements ne reposent plus sur les tarifs et lui préfère par exemple un financement par le biais du grand emprunt. Pour le groupe CRC, il serait utile pour les investissements relevant de la dotation d'amortissement, équipement, matériel lourd, de revenir à des emprunts à taux zéro auprès de la Caisse des dépôts et de consignation en organisant la planification et la transparence avant de valider ces emprunts préférentiels. Mais le recours à la Caisse des dépôts ne peut être qu'une solution d'urgence et ne doit pas devenir le mode régulier de financement des investissements hospitaliers. À défaut, on prendrait le risque d'accroître la fracture que l'on constate aujourd'hui, où seuls les établissements rentables pourraient supporter l'emprunt et où les établissements les plus en difficulté seraient contraints à renoncer aux investissements. On prendrait ainsi le risque de les priver des capacités nécessaires financières pour rendre possible les mises aux normes, entraînant leur fermeture pour motif administratif. Il est donc impératif que les frais d'investissement et de mise aux normes, dont on sait qu'ils sont grandissants, soient financés par l'État. Régler les problèmes financiers de l'hôpital public nécessite de faire preuve d'innovation et d'audace. Nous mettons ainsi en débat deux mesures. La suppression progressive de la taxe sur les salaires,
qui est profondément injuste et improductive. La suppression de la TVA, c'est-à-dire la possibilité de récupérer la TVA sur les investissements, comme pour les établissements et cliniques privés. Nous sommes très attentifs, Madame la Ministre, aux annonces que vous avez faites concernant notamment la révision de la loi HPST. Et comme le mouvement de défense de l'hôpital public, je pense que cette révision suppose non seulement une concertation, comme vous nous en avez fait part, avec les professionnels et les représentants institutionnels et syndicaux, mais aussi avec les associations de patients, les élus locaux et plus généralement la population, pour pouvoir déboucher sur des états généraux. À l'occasion de votre présentation le 7 septembre dernier de votre pacte de confiance, vous avez dit, Madame la Ministre, avoir une certitude, celle que l'hôpital public avait un avenir parce qu'il est le socle de notre système de santé. Vous avez parfaitement raison et ce discours change de celui entendu par le passé où l'hôpital n'était dépeint qu'en termes négatifs et accusé de tous les maux. Vous pouvez, Madame la Ministre, compter sur la pleine mobilisation du groupe CRC à vos côtés dès lors qu'il s'agira de permettre à l'hôpital de jouer pleinement son rôle, notamment en réaffirmant la mission particulière qui est la sienne au sein du service public de santé qu'il est grand temps de restaurer. Nos concitoyens ne sont pas seulement attachés à leurs hôpitaux, ces derniers sont perçus pour ce qu'ils sont, des biens communs qu'il faut pérenniser et développer pour l'avenir et pour l'intérêt de toutes et tous. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Mugueddini pour le groupe UCR. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, en 2012, les dépenses de santé représentent 8% du PIB français et elles ne cessent de croître. Côté recettes, l'évolution est symétrique et les assiettes s'érodent. Associée à des dégradations conjoncturelles, cette érosion produit des déficits abyssaux de ces dernières années. Dans ces conditions, l'urgence d'une réflexion sur le financement de la santé en général et de l'hôpital en particulier s'impose. En effet, le secteur hospitalier participe avec le secteur ambulatoire pour près de la moitié des dépenses de santé, soit 45% de l'ONDAM, pour être plus précis, et 74,6 milliards d'euros, ce qui représente presque 4% du PIB. Si beaucoup reste à faire pour optimiser le financement de l'hôpital, il faut reconnaître cependant que nous avons progressé en la matière. Le financement par prix de journée en vigueur jusqu'en 1984 pour les établissements publics et privés à but non lucratif était inadapté. Par rapport à ce modèle inflationniste et ne correspondant à aucune pertinence dans la prise en charge des patients, la dotation globale a constitué un progrès. La tarification à l'activité, T2A, a représenté un nouveau pas en avant. La dotation globale avait un avantage de taille, la maîtrise de la dépense. Mais l'immobilisme et l'inadaptation des activités hospitalières aux besoins territoriaux de santé présentaient des inconvénients majeurs. C'est à ces inconvénients que devait remédier la T2A. 8 ans après son introduction, nous ne pouvons que souscrire au remarquable bilan qu'en a fait la MEX dans le rapport d'information de Jacky Lomène et d'Alain Milon du 26 juillet dernier et dont ils viennent de nous parler avec beaucoup de force. Nous partageons le constat de ce bilan. Oui, la T2A a représenté un progrès et ne doit pas être remise en cause. Mais non, elle ne peut être l'alpha et l'oméga du financement des établissements. Ce n'est pas une découverte. Depuis son institution, nous n'avons eu de cesse que de stigmatiser certaines des limites les plus flagrantes de la T2A. L'apport des derniers travaux de la MEX est de les avoir listées systématiquement et de proposer des solutions pour contrer chacune d'entre elles. Nous en relèverons 3, pour nous les plus importantes. Premièrement, la T2A est davantage adaptée à la chirurgie et à l'obstétrique qu'à la médecine. Deuxièmement, la convergence tarifaire nous a toujours semblé utopique, compte tenu de la très grande diversité des établissements de santé et des difficultés inhérentes à certains territoires. Troisièmement, l'enveloppe des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les MIGAC, qui devait être la variable d'ajustement entre secteurs non lucratifs et cliniques, est mal calibrée. Ces 3 critiques vont loin.
parce que les prendre en cause suppose de redessiner le périmètre de la T2A. Nous devons aller vers une nouvelle étape de l'évolution du financement de l'hôpital, vers un financement mixte. 50% de T2A et 50% d'un financement comparable à ce qu'était la dotation globale. En réalité, ce financement mixte est déjà en place puisque la T2A ne couvre aujourd'hui que 75% de la dépense hospitalière. Mais il ne pourra être qu'accentué pour plus d'efficience et un meilleur service rendu aux patients. La critique de fond adressée à la T2A pour notre collègue Gérard Roche, lui-même médecin, c'est, je cite, « de trop prendre en compte le volet technique de la santé au détriment du volet humain ». Remettre l'humain au cœur du système de santé suppose aujourd'hui d'ajuster le système de la T2A. Mais il est difficile de parler du financement de l'hôpital sans dire un mot de ses dépenses. En septembre est sorti l'ouvrage des professeurs Even et Debré, qui a fait grand bruit, le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. La France consacre aujourd'hui par habitant 2 fois plus de dépenses de médicaments que l'Angleterre et 1 tiers de plus que l'Allemagne, et ce, à performance de santé identique. Une surdépense qui représente 15 milliards d'euros, 5 milliards de plus que le déficit prévisionnel. En cause principalement la surconsommation. Près de 30% des prescriptions hospitalières de médicaments et d'examens biologiques et radiologiques y seraient injustifiées. Ce constat est-il exagéré? Pas tant que cela. Le Sénat faisait déjà un tel constat en juin 2006 dans son rapport d'information « Médicaments, restaurer la confiance ». Constat réitéré avec force après l'affaire du Mediator par un nouveau rapport de juin 2011 intitulé « La réforme du système du médicament, enfin ». La Cour des comptes dégage également dans son dernier rapport des marges importantes d'économie hospitalière. Aujourd'hui, le groupe UCI fait 2 propositions concrètes. Que l'IGAS et la Cour des comptes soient saisis conjointement d'une mission sur le fonctionnement de l'hôpital, que notre Haute Assemblée travaille dès aujourd'hui à une nouvelle proposition de loi type loi Fauchon qui renforcerait la protection des praticiens hospitaliers et libéraux en matière d'engagement de leurs responsabilités. Aujourd'hui, de telles dispositions existent, mais elles devraient être renforcées étant donné que les praticiens surprescrivent pour se couvrir. En conclusion, si le financement de l'hôpital est une question clé, elle s'insère bien sûr dans le débat plus large du financement de la protection sociale que nous aurons bien sûr à revoir. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Dini. La parole est à Monsieur Gilbert Barbier pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer le travail approfondi de nos collègues Jackie Lemaine et Alain Milon sur un sujet complexe, la T2A. Sujet souvent traité de façon trop idéologique par ses partisans comme par ses détracteurs. Leur rapport est avant tout pragmatique et je partage globalement leurs analyses sur les atouts et les défauts de la T2A. Loin de remettre en cause son principe, les auteurs proposent des solutions pour en améliorer la pratique. Beaucoup d'entre elles me paraissent souhaitables. Financement hors activité des investissements immobiliers, adoption d'une nouvelle classification commune des actes médicaux permettant de financer plus justement le temps médical. J'ai d'ailleurs plaidé dans ce sens à chaque PLFSS. Stabilisation des tarifs sur une base pluriannuelle pour donner plus de visibilité aux établissements. En revanche, je ne les suis pas sur la proposition de suspendre la convergence tarifaire. Certes, celle-ci ne saurait être érigée en dogme, mais on ne peut ignorer le fait qu'une appendicite coûte jusqu'à 4 fois plus cher dans un CHU que dans une clinique. La comparaison est certes complexe, puisque les GAC en clinique ne couvrent pas les honoraires, et j'admets qu'il y a des variantes dans les modes de prise en charge. Aussi, quel est le contenu qui peut être donné au mot « suspension » ? S'agit-il
d'abandonner tout simplement le principe de la convergence tarifaire. Et alors, que souhaite-t-on faire? Quoi qu'il en soit, cela me paraît être un renoncement essentiellement politique. Je m'interroge également sur l'opportunité de suspendre le passage à la T2A pour les hôpitaux locaux et les SRA, aujourd'hui très coûteux dans le cadre d'un ONDAM fermé. Les auteurs ont aussi mené une réflexion très intéressante sur la qualité et la pertinence des actes et des séjours. De fait, on constate de surprenantes variations régionales sur des interventions courantes comme la césarienne, l'appendicectomie, les angioplasties ou encore la libération du canal carpien. Alain Milon a évoqué également 28% d'actes qui ne sont pas pleinement justifiés, qu'ils soient dus au caractère inflationniste de la T2A ou à la volonté des médecins de se prémunir d'éventuels contentieux. Il y a probablement là, Madame le ministre, des économies potentielles qui méritent d'être explorées. Car, soyons lucides, la T2A est l'arbre qui cache la forêt. On ne peut tout demander à un système de financement, c'est de la refondation de l'hôpital dont il faut parler. Il y a des établissements en grande difficulté qui vivent d'expédients, d'aides ponctuelles du ministère, de lignes de trésorerie de plus en plus difficiles à renouveler. C'est le cas de plusieurs CHU, ça a été souligné par Jackie Lemaine. Le sujet est préoccupant. Le poids de l'histoire, des investissements mal calibrés, un recours massif à l'endettement ont déséquilibré leur situation financière. Mais il y a en même temps de très beaux résultats et les déficits ne sont pas inéluctables. Certains établissements sont à l'équilibre avec les mêmes tarifs que les autres. D'autres y sont revenus en se réorganisant de fond en comble afin d'allouer au mieux la ressource sans perdre en qualité de prestation. Aujourd'hui, comme ça a été dit, 80% du déficit sont concentrés sur moins de 50 établissements, pour l'essentiel des CHU. Ces derniers ont eu tendance à négocier des moyens supplémentaires plutôt que de rechercher une meilleure efficience par des réformes structurelles. La Cour des comptes soulignait d'ailleurs que ces CHU bénéficiaient de modalités de financement plus favorables que les autres hôpitaux publics, alors que leur spécificité est finalement toute relative. L'activité spécifique des CHU représenterait, selon l'ATI, 2,14% de l'activité, le reste relevant du commun. Par ailleurs, certains ne font que peu ou pas de recherche et perçoivent pourtant la dotation correspondante. Le déficit hospitalier doit nous interroger sur le nombre des établissements de santé. Le rapport de nos collègues mérite bien des éloges, mais il évite ce sujet qui fâche. N'y a-t-il pas trop d'hôpitaux? Faut-il en fermer ou arrêter certaines activités dans certains? Pour moi, la réponse est clairement oui, même si elle n'est pas politiquement correcte. Cette position, d'ailleurs, n'a rien de comptable. Elle repose sur une exigence légitime, la sécurité et la qualité des soins. Qui d'entre nous préférerait un chirurgien qui pratique un type d'intervention 3 fois par an à celui qui la pratique 3 fois par jour? D'ailleurs, les patients ne s'y trompent pas, en dépit de ce que ça peut leur coûter. 80% des actes programmés sont effectués dans des cliniques privées. Dans la Marne, département très intéressant puisqu'il y a très peu d'offres à tarifs opposables. 40% de la clientèle vient des départements voisins. On vient chercher des soins dans le département de la Marne alors qu'on n'est pas forcément bien remboursé. La loi HPST avait des défauts, certes, mais elle encourageait à la restructuration des hôpitaux, avec notamment les coopérations. Cela permet une meilleure spécialisation, gage d'une sécurité accrue des soins. Où en est-on? La T2A peut être un obstacle, bien sûr, mais les élus locaux aussi. Alors que de nombreuses cliniques ont fermé dans l'indifférence totale, dès que l'on touche à l'hôpital, tout est bloqué. J'ai fait partie d'une commission chargée par Mme Bachelot-Narquin de donner un avis sur la fermeture de 127 plateaux de chirurgie considérés comme insuffisants. Ce programme a été enterré par Xavier Bertrand, mais certains de ces plateaux sont toujours peu fiables en termes de sécurité.
Les fermer permettrait peut-être de réallouer des financements aux plateaux qui fonctionnent correctement. La mission de l'hôpital est de soigner et non de maintenir des emplois. Et j'ajouterai qu'il n'a pas vocation à être un lieu où convergerait par défaut tout ce qui ne peut pas trouver solution aux réponses organisées. L'hôpital est là pour fournir au bon moment un apport puissant de compétences cliniques et techniques. La tarification au parcours que proposent nos collègues Lemen et Milon par le rapport est une notion très intéressante. Avec le développement des pathologies chroniques qui représentent plus de 60% des dépenses de santé, il y a sûrement un intérêt à trouver un mode de tarification incitant à un travail soignant plus transversal entre l'hôpital, les soins de ville et le médico-social, appuyé sur des formes d'exercice pluriappartenantes et pluriprofessionnelles. Pour conclure, il convient d'anticiper les mutations de l'hôpital, ce qui ne passera pas nécessairement par la T2A. Aujourd'hui, les questions essentielles sont la gestion des maladies chroniques, de l'organisation des soins en amont et en aval de l'hôpital, de l'hospitalisation en ambulatoire et de la concentration des plateaux techniques de qualité. Il est surtout urgent d'effectuer des travaux sur la pertinence des soins et sur les actes inutiles. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Aline Archimbaud pour le groupe Écologie. Bien. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, spontanément, les écologistes sont associés, et on peut le comprendre, à la défense de la nature. Ce n'est toutefois pas la nature en tant que telle qui nous importe. Si nous sommes si attachés à la protéger, c'est parce qu'elle constitue notre environnement, notre milieu, et que de sa qualité dépend celle de notre vie. Si on peut comprendre que, dans la situation actuelle, le Président de la République ait consacré comme prioritaire l'éducation, la justice et la sécurité, il ne nous semble par ailleurs pas inutile de réaffirmer ici que préserver la santé de nos concitoyens reste bien sûr une des missions les plus fondamentales qui incombent au pouvoir public. Pour pouvoir être menée à bien, notre politique de santé publique doit évidemment s'appuyer sur un système de financement solide. Pour autant, il convient aussi de s'interroger sur la pertinence de la notion de rentabilité, toujours sous-jacente à ce débat. L'objectif que nous devons assigner à notre système hospitalier est de nature sanitaire, pas financière. À trop parler de rentabilité de l'hôpital, on arrive vite à parler de rentabilité du patient et à considérer les décisions médicales au travers du seul prisme économique. C'est ainsi que l'on se retrouve à engager des soins pas forcément indispensables parce qu'ils rapportent plus qu'ils ne coûtent à la structure hospitalière ou, au contraire, à en négliger d'autres par crainte qu'ils ne grèvent davantage le déficit. C'est également de cette manière que l'hôpital est amené à se rapprocher du fonctionnement de l'entreprise, avec des prestations qui commencent à revêtir un caractère commercial. Des niveaux de confort différents appellent d'ores et déjà des tarifs différents. Pour décider d'attribuer une chambre individuelle à un patient plutôt qu'à un autre, il existe pourtant de nombreux critères possibles, par exemple médicaux, sociaux ou psychologiques, plus pertinents que leur pouvoir d'achat respectif. À trop se déporter vers des indicateurs économiques sophistiqués, on a parfois tendance à perdre de vue l'objectif auquel concourent les dépenses que l'on engage. Cette approche fondée sur la rentabilité n'est pas compatible avec un service public aussi essentiel que celui de la santé. D'ailleurs, personne ne s'interroge, du moins pas encore, sur la rentabilité de l'armée, de l'éducation nationale ou de la police. Pourtant, elles aussi contraintes à l'intérieur de budgets serrés. Toutefois, bannir la notion de rentabilité ne signifie pas pour autant dépenser aveuglément, bien au contraire. Il convient d'évaluer les besoins sanitaires des territoires avec leurs spécificités locales, puis l'efficacité, au regard de ces besoins, des moyens mis en œuvre. Le rapport de la mission propose à cet égard d'intéressantes évolutions. Premièrement,
il y est suggéré un rôle accru des ARS, agences régionales de santé, une meilleure prise en compte des spécificités des hôpitaux locaux et des inégalités territoriales. Deuxièmement, en ce qui concerne la tarification à l'acte, instrument central du système actuel de financement, la mission a mené un travail d'analyse poussé, mettant en évidence les limites du dispositif. Il est ainsi proposé de mieux prendre en compte les coûts fixes des hôpitaux publics liés à leur mission d'intérêt général, de circonscrire l'usage de la tarification à l'acte au seul secteur d'activité qui s'y prête, et ainsi que de trouver des marges de financement pour l'innovation et l'investissement. Ces propositions vont dans le bon sens et il appartiendra à la mission d'en évaluer l'impact. Le rapport fait également une autre proposition forte, la suppression de la convergence entre le public et le privé. Plusieurs collègues avant moi ont abordé cette question. Reconnaissant que les grilles tarifaires des secteurs publics et privés ne recouvrent pas les mêmes charges, les écologistes souscrivent pleinement à cette proposition, si importante pour la sauvegarde de l'hôpital public. Toutefois, la question de la convergence n'est pas le seul problème lié à l'immixtion du secteur privé au sein même de l'hôpital public. Par exemple, aujourd'hui, un nombre croissant de patients se trouvent piégés par les dépassements d'honoraires lorsqu'ils tentent de prendre rendez-vous pour une consultation avec un praticien hospitalier. Le choix devant lequel ils se retrouvent placés consiste en un mélange de fait de vente forcée et de refus de soins. Souvent, on leur propose d'opter soit pour un rendez-vous en libéral dans des délais très courts, soit pour une consultation dans le public avec le même praticien qui serait moins onéreuse mais ne pourrait avoir lieu que dans des délais très longs. Cela est-il normal? Nous ne le pensons pas, d'autant plus qu'en général, la réputation qui permet à ces praticiens d'exercer ces consultations privées tient essentiellement au prestige qu'ils tirent de leur titre et de leur fonction publique. Mesdames les ministres, nous comptons sur votre diligence pour que cette situation soit analysée et prise en compte au plus vite. Il y va de l'égalité en matière d'accès aux soins qui ne doit pas être que territoriale, mais également sociale. Enfin, nous nous félicitons que la qualité des soins pour les patients, question centrale s'il en est, ait constitué une réelle préoccupation de la mission. Là encore, ces préconisations visant à développer une véritable démarche de la qualité au niveau tant national que régional préfigurent une stratégie que nous soutenons fortement et dont il conviendra d'assurer un suivi dans la durée. Pour conclure, je voudrais rappeler ici que la meilleure politique de santé reste pour nous celle de la prévention. Non seulement elle garantit une meilleure qualité de vie, évidemment, aux individus, dont elle permet d'éviter les affections, mais même d'un strict point de vue financier, elle permet de générer de substantielles économies. Cela sort toutefois un peu du cadre de ce débat et de tout cela, nous reparlerons lors des discussions imminentes sur le PLFSS. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est au président Gérard Larcher pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le Président de l'AMEX, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je voudrais cadrer mon intervention de cet après-midi sur l'investissement. Tout d'abord, un constat, les investissements hospitaliers sont créateurs de richesses et source d'amélioration de la qualité des prises en charge. Ils doivent donc être soutenus. Sous l'effet des plans Hôpital 2007 et 2012, les investissements hospitaliers ont été fortement soutenus. Je le rappelle, 6,4 milliards en 2010, 6,4 milliards en 2011. Au total, de 2002 à 2010, un doublement des dépenses d'investissement et une stimulation qui a permis d'engager une forte modernisation des équipements hospitaliers
répondant d'ailleurs aux attentes de la communauté hospitalière. Cet effort a été réalisé en grande partie par une politique nationale de soutien à l'endettement des établissements, qui a eu pour conséquence naturelle la croissance de la dette des hôpitaux de 18 milliards d'euros à 30 milliards d'euros. Conséquence normale, c'est d'ailleurs l'observation de la Cour des comptes en juillet dernier. Bien que l'accroissement de la dette des hôpitaux ne soit pas un signe de mauvaise gestion, elle peut être préoccupante pour certains établissements et leur indépendance financière, et ce actuellement plus encore dans un contexte de raréfaction du crédit et d'augmentation des marges bancaires. La modernisation du parc hospitalier me paraît devoir être poursuivie, et le maintien à niveau des équipements hospitaliers rend indispensable la poursuite d'une politique dynamique d'investissement comme priorité stratégique. Ainsi, malgré le contexte particulièrement contraint pour les finances de notre pays, il m'apparaît que les pouvoirs publics ne doivent pas céder à la tentation de réduire trop drastiquement les investissements hospitaliers. Ceux-ci doivent être soutenus en raison du potentiel de modernisation, de croissance, de réponse aux besoins de santé, mais aussi parce qu'ils conduisent à la maîtrise des dépenses. L'évolution du paysage sanitaire en particulier, les nouvelles modalités de prise en charge ambulatoire, le poids des maladies chroniques, le vieillissement de la population, tout cela va inévitablement entraîner une modification profonde du rôle et de la place des établissements de santé. Les parcours de soins, monsieur le rapporteur, les filières, l'essor de la télémédecine, le poids des contraintes énergétiques, on en parle très peu, mais c'est quelque chose d'important. Le décloisonnement sont autant de réalités qui vont s'imposer et qui vont transformer le positionnement, la physionomie et la nature d'activité d'un certain nombre d'établissements. Et la concentration relative des plateaux techniques est d'ailleurs en cours. Je pense qu'elle est liée y compris à la démographie des compétences et au choix d'implantation territoriale, qui est souvent motivé d'un côté par Hélios, et j'allais dire, comme le séisme, autour du CHU. Plus on s'éloigne du CHU, et plus la démographie médicale et celle des compétences est difficile à résoudre. Et l'égalité territoriale, c'est aussi cela, et cela d'abord. Selon les évaluations conduites, et je pense celles conduites par la Fédération hospitalière de France, les besoins courants en investissement devraient s'élever à 4,5 milliards d'euros chaque année. Je pense que ce seront des investissements assez différents de ceux qui ont été réalisés ces dernières années dans le cadre des plans, notamment Hôpital 2007 et Hôpital 2012. Aux constructions massives succéderont des opérations de densification du patrimoine hospitalier existant, des investissements destinés à accompagner la stratégie de groupe public, mais également des programmes de renouvellement des équipements biomédicaux et de développement des systèmes d'information. Car, Mesdames les ministres, nous avons un retard considérable que dans un certain rapport en 2007, nous avions souligné et qui malheureusement n'a que peu progressé. La faiblesse, l'absence parfois de fiabilité de nos systèmes d'information, j'allais dire, font que la performance n'est parfois pas au rendez-vous, simplement parce que nous n'avons pas suffisamment investi, pas simplement en moyens matériels, mais en moyens humains, sur les systèmes d'information. Venons-en au système actuel de financement des investissements. Il me paraît qu'il a montré ses limites. Il importe aujourd'hui de poser les bases d'une nouvelle stratégie de financement, et c'est peut-être l'objet du débat que nous pouvons aussi avoir pour les temps qui viennent. Le modèle de tarification à l'activité est censé permettre le financement des investissements sur le cycle courant de l'exploitation. Or, le mécanisme même de construction tarifaire a depuis son origine entretenu un flou quant à la part destinée dans les tarifs au financement des investissements. Et on le voit bien d'ailleurs dans les rapports annuels qui sont renvoyés devant les conseils de surveillance. Quand les agences régionales de santé font des observations, nous voyons bien que nous allons toujours au fonctionnement et rarement à l'investissement dans l'urgence annuelle d'un EPRD que nous recevons en général définitivement arrêté en juillet, alors que
Je le sais, l'année continue à commencer le 1er janvier, ce qui nous met parfois dans une situation singulière. Mais surtout, le caractère forfaitaire et égalitaire des tarifs, forfaitaire et égalitaire, place en réalité les établissements dans des situations disparates, parce que les établissements sont eux aussi disparates par rapport à l'investissement qu'ils doivent consentir. C'est précisément en raison de cette limite que les pouvoirs publics avaient mis en place des systèmes d'accompagnement financier contractuel, les crédits d'aide à la contractualisation que connaissent bien nos deux rapporteurs. Or, ceux-ci sont non seulement, j'allais dire, insuffisants, mais ils incitent de plus les établissements à s'endetter. Une stimulation à un moment difficilement tenable, notamment sur une longue période. Alors, dans votre rapport de la MEX en juillet dernier, consacré notamment à la tarification à l'activité, il me semble que vous avez clairement mis en évidence les limites du système tarifaire actuel pour financer les investissements notamment, et je partage nombre de points qui ont été soulignés dans le rapport. 3 priorités, selon vous, étaient à l'ordre du jour: clarifier les règles de financement des investissements, revoir la procédure de choix des projets, et ensuite mettre en accord le choix du financement avec la nature de l'investissement. C'est, me semble-t-il, un point extrêmement important. À court terme, il faut donc construire un mode de financement des investissements pérenne qui préserve l'autonomie des établissements de santé et renforce l'efficience des projets conduits. La définition d'un nouveau mode de financement des investissements hospitaliers doit s'inscrire dans la réflexion plus globale sur l'évolution du modèle tarifaire. Plusieurs propositions tendant à dessiner ce nouveau mode de financement des investissements. Tout d'abord, en premier lieu, il me semble que l'ensemble des acteurs, aujourd'hui, me paraissent accordés sur la nécessité pour que ce nouveau modèle ne soit plus uniquement lié à l'activité des établissements. En effet, nos hôpitaux sont hétérogènes dans leur activité, dans la population accueillie, et elle ne doit pas se traduire, cette hétérogénéité, par une impossibilité de conduire des investissements dans un certain nombre de cas. Ensuite, le nouveau modèle de financement des investissements, me semble-t-il, devra privilégier des dotations ou subventions en capital plutôt que l'endettement. L'endettement ne doit plus être le résultat de stimulations de court terme des pouvoirs publics, mais redevenir une décision autonome des établissements, prise en responsabilité et en conscience. Enfin, il faut rechercher la diversification des sources de financement, tant par les fonds propres que des emprunts, mais une autre piste doit être privilégiée. L'appel plus large à des fonds régionalisés, je pense au FEDER et à l'ADEME, devra être envisagé. De même, pourquoi pas, la possibilité, au travers des fondations, de faire appel à des dons. Tout ceci est encore balbutiant dans notre pays. Pour ce qui concerne les emprunts, la crise des liquidités bancaires rend incontournable une évolution du modèle actuel. Le futur ensemble Banque Postale Caisse des dépôts devra jouer un rôle majeur dans la politique de prêt hospitalier, mais pour cela, il est souhaitable que les hospitaliers soient associés à la gouvernance du groupe bancaire public, parce que, avant qu'ils n'aient compris la réalité d'un hôpital, je peux vous garantir que nous aurons plusieurs années. Ils ont déjà du mal avec les collectivités territoriales. Qu'en sera-t-il avec l'hôpital? Nous devons trouver des réponses rapides, notamment pour l'hôpital public. Le renforcement de l'évaluation de la performance, enfin des investissements, me paraît être une dimension incontournable pour accompagner l'évolution du modèle de leur financement. L'élévation de l'efficience, la surveillance plus étroite des résultats obtenus, la responsabilisation des décideurs hospitaliers me semblent des priorités à concrétiser. Voilà pourquoi l'Agence nationale d'appui à la performance peut utilement, vous l'aviez proposé, mettre à profit son savoir-faire pour aider les hospitaliers dans cette voie, pour autant que cette aide ne soit pas conçue comme une tutelle supplémentaire exercée au nom des pouvoirs publics. À plus long terme, la problématique du financement des investissements renvoie au modèle même d'organisation hospitalière. Il appartient aux hospitaliers d'être à la hauteur de leurs responsabilités, de dessiner les contours d'une organisation hospitalière renouvelée, reposant sur la stratégie de groupe public avec pour principe cardinal la mutualisation et la complémentarité. Comme Alain Milon, je crois qu'il faudra aller plus loin. Pour conclure, Madame la Ministre, et je sais que
les contraintes gouvernementales vous empêcheront de porter la réponse. Néanmoins, 4 questions, et puis vous m'y répondrez peut-être plus tard. Les trésoreries de nombreux établissements sont tendues et nécessitent une intervention rapide des pouvoirs publics. Quelle réponse fait le gouvernement aux propositions qui ont été faites par la fédération qui représente les hôpitaux publics? C'est une première question. Le plan Hôpital 2012, deuxième question, a été gelé. De nombreux établissements de santé ont engagé des chantiers. Ils sont dans l'attente du déblocage promis d'une deuxième tranche. Qu'en est-il du déblocage du plan pour éviter des arrêts de chantier toujours coûteux, toujours complexes? Si je peux me permettre, j'ai le souvenir du plan Delors II qui avait bloqué un établissement que je connais bien et qui nous avait mis en grande difficulté. Donc, je crois qu'il faut des réponses claires pour les établissements. Enfin, les pouvoirs publics ont toujours affirmé la nécessité de développer, j'y reviens, les systèmes d'information en santé, considérés par beaucoup, et dont moi-même, comme une priorité nationale. Que compte faire le gouvernement pour relancer ces investissements prioritaires? Et je dois dire que je n'ai pas toujours été très amène avec le précédent gouvernement sur ce sujet, parce que il me semble que ce sujet est primordial. Enfin, l'inquiétude des hospitaliers sur l'accès à l'emprunt, je l'ai évoqué il y a un instant, ceci me paraît tout à fait important. L'investissement, c'est l'avenir. Et l'investissement doit se faire dans une conception nouvelle, sans doute de l'hôpital. Je sais bien que Gilbert Barbier a abordé d'une manière très directe un certain nombre de sujets qui fâchent, mais au fond, la question, ce n'est pas de savoir le nombre d'établissements qu'on aurait à fermer. Je pense qu'ils ont tous une utilité, mais ils doivent avoir une utilité complémentaire, différente, pour que la réponse en termes de qualité de soins soit identique sur tout le territoire. Or, ça n'est pas vrai qu'il y a une réponse en qualité qui soit égale. Ce n'est pas le nombre des établissements, c'est les compétences sur le territoire, c'est les réponses techniques. Et cette réalité-là, nous avons le devoir, au-delà des sensibilités que nous avons les uns et les autres, d'y apporter une réponse, parce que la spécificité de l'hôpital public est une spécificité française. Elle doit se faire, me semble-t-il, dans la qualité et dans la dignité de ceux qui y sont accueillis. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Serge Larcher pour le groupe socialiste. Comment ça va? Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Mesdames les ministres, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dans le débat qui nous occupe aujourd'hui sur le financement de l'hôpital public, il me revient en qualité de président de la délégation sénatoriale à l'outre-mer de traiter de la question particulièrement délicate des hôpitaux sur ces territoires. Comme dans bien des matières, là où la situation est grave en France dite hexagonale, elle est dramatique dans nos régions éloignées. Je vais principalement illustrer mon propos par l'exemple des hôpitaux de la Martinique, mais ce que je vais évoquer pour le CHU de Fort-de-France est largement transposable à celui de Pointe-à-Pitre et de la majeure partie des hôpitaux outre-mer. Le dossier de ces hôpitaux est un dossier compliqué, voire effrayant par l'ampleur des chantiers. Ainsi, fin 2011, les 3 principaux hôpitaux de la Martinique accusent un déficit cumulé de 147 millions d'euros. Les causes d'une telle situation sont multiples. Certaines relèvent de problèmes d'organisation et de gestion qu'il convient de traiter. Il s'agit en particulier des doublons d'activité, des problèmes de sous-effectifs, pas tant dans les soins que dans les secteurs administratifs et techniques, des incertitudes quant à la qualité de gestion, s'agissant notamment du circuit de facturation et de la multiplication des créances irrécouvrables. Cependant, il serait trop facile de se contenter de cette part de l'explication. Il convient également d'examiner les causes structurelles des grandes difficultés que rencontrent les hôpitaux outre-mer. Et une fois de plus, on en revient nécessairement à la question de l'éloignement, de l'insularité et de la faible taille des populations de chacun de ces territoires concernés. En effet, certaines activités régionales ou parfois même interrégionales génèrent presque nécessairement un surcoût. On peut prendre l'exemple des grands brûlés, de la neurochirurgie ou encore de la chirurgie cardiaque. Ces activités ne peuvent pas être rentables au regard d'un bassin
de population dont la dimension est trop faible. Pour autant, doit-on renoncer à prodiguer ces soins à nos populations? Autre exemple, nous supportons une majoration anormale du tarif des produits sanguins labiles. Ce surtarif représente un coût de plusieurs millions d'euros chaque année pour nos hôpitaux. Par ailleurs, même entre les Outre-mer, on constate sur ce point des écarts inexplicables d'un territoire à l'autre. C'est alors que se pose la question de la solidarité nationale. De toute évidence, en l'état actuel des choses, certains coûts ne sont pas assez compensés par l'État au titre des crédits assurance maladie. Ainsi, le coefficient géographique qui nous est actuellement appliqué est de 26%, alors même que l'État sait, pour les avoir parfaitement étudiés, que ces surcoûts sont non réductibles et sont supérieurs à 30%. Mesdames les ministres, chers collègues, il ne s'agit pas pour moi de prétendre que l'organisation est parfaite et que tout n'est que faute de moyens financiers. Il s'agit cependant d'attirer votre attention sur le fait que la réorganisation hospitalière et plus largement celle de l'offre de soins est vouée à l'échec si on ne traite pas le problème de fond des surcoûts. Il faut donc un engagement fort de l'État pour accompagner les hôpitaux outre-mer. En conclusion, je constate donc la nécessité d'une réorganisation de l'hôpital public afin qu'il soit plus performant, mais la notion de performance ne procède pas exclusivement d'une logique économique. La performance est celle d'un système de soins capable à la fois de bien traiter tous les patients, où qu'ils se trouvent, de mieux prendre en charge les plus vulnérables et enfin de faire progresser la recherche. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur René-Paul Savary pour le groupe UMP. Tu vas bien. Bien, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Président de l'AMEX, Monsieur le rapporteur. La T2A est une tarification largement appliquée en Europe. En France, nous avons été plus loin que d'autres pays sur le champ concerné par cette tarification à l'activité. Et aujourd'hui, l'hôpital fonctionne pour une part très importante de ses recettes de T2A. En somme, pour une appendicectomie, quel que soit l'établissement, la sécurité sociale verse un certain montant à l'hôpital. Et pour affiner tout cela, un grand nombre de critères sont pris en compte et la façon dont le séjour se passe à l'hôpital est aussi analysée. En bref, c'est un énorme algorithme qui permet de déterminer quel tarif sera perçu par l'hôpital et ce n'est pas forcément la réalité économique. Autant le dispositif précédent, et cela a déjà été souligné, le forfait global, gommait les différences liées aux activités, ce qui était source d'immobilisme. Autant la T2A peut être une course à l'activité. Et son application depuis quelques années méritait véritablement un examen approfondi, ce qui a été fait à travers de ce rapport de façon très perspicace, que les auteurs en soient largement remerciés. Je voudrais simplement, à travers mon propos, souligner quelques imperfections dont il faudra peut-être envisager la correction, Madame la Ministre. Dans une première partie, je vous fais part de quelques réflexions et en deuxième partie, je commenterai quelques propositions. Mes réflexions sont le fruit de remarques remontées du terrain. Elles sont inspirées par ma double expérience à la fois de membre d'un conseil de surveillance d'un petit centre hospitalier rural, Cézanne, dans la Marne, cela a été souligné, mais également membre d'un conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire régional, celui de Reims. Ces réflexions en ce qui concerne les permanences de soins. Outre les frais de structure, la permanence des soins coûte en frais de personnel qui n'est pas soumis à une activité constante. Et il faut prendre en compte, bien sûr, le tissu rural, la faible population, mais également la spécificité, les distances qu'il peut y avoir par rapport aux grands centres techniques, mais également les spécificités locales. Je vous dis ça simplement, je suis élu de Cézanne, situé sur la triste Nationale 4, route fréquentée
à 2 voies, et non pas 2 fois 2 voies, puisqu'elle devait être modernisée en même temps, concomitamment à la création de l'autoroute A4. Vous voyez, ça reporte avant les années 70, mais il n'y a toujours pas eu de modernisation. 12 000 véhicules jour, 40% de poids lourds. Vous doutez que lorsqu'il y a des accidents, il s'agit d'avoir des antennes de SMUR le long de la route qui soient particulièrement performantes. Et à contrario, les urgences sont aussi sollicitées, disons-le, régulièrement par des gens plus pressés que nécessitant des soins urgents. Parallèlement, il y a également les gardes de médecins libéraux qui sont organisées. Pas partout, mais quand elles sont organisées, ces gardes ne sont pas forcément sollicitées. Je puis vous dire que j'en sais personnellement quelque chose. Donc il faudra bien, je pense, un jour dans notre pays, qu'il y ait une véritable prise de conscience collective sur l'utilisation à bon escient des services publics. Et on voit bien les difficultés que se posent lorsqu'on le veut améliorer, par exemple, le système de relais des urgences et de réponse aux urgences à travers le rapprochement du 15 et du 18 lorsqu'il n'est pas fait. De même, on peut souligner également dans notre système l'impossibilité de payer des actes médicaux ou des soins sur place dans les centres hospitaliers, malgré la bonne volonté des gens, ce qui ne les responsabilise pas forcément et ce qui montre bien la limite de la gratuité, par opposition aux dépassements d'honoraires qui sont la partie extrême de l'autre côté du balancier, et il nous faudra bien trouver un juste milieu si nous voulons sauver notre système de santé. Une deuxième remarque en ce qui concerne l'enseignement. L'enseignement est source de coûts différents d'un établissement à l'autre. Les jeunes étudiants ont une tendance naturelle à surprescrire, ce qui n'est pas pris en compte dans la T2A. Et la correction pourrait se faire par le financement des missions qui devraient peut-être prendre, dans ce cas-là, une part plus significative. Une troisième remarque en ce qui concerne la recharge, les fameuses mairies, les missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation, car la recherche est un élément essentiel pour la renommée d'un centre hospitalier, notamment universitaire. Et au départ, me dit-on, l'IGAS avait estimé à 15 000 € le coût par an par étudiant qui faisait de la recherche. Il n'est plus actuellement que de 10 à 11 000 €, ce qui pénalise les laboratoires et qui coûte aux établissements concernés, donc les CHU. Cette mission de recherche relève-t-elle entièrement du financement par la sécurité sociale? La question est posée et cela mérite qu'on s'y penche. Je m'attarderai un peu plus sur la quatrième remarque en ce qui concerne les numerus clausus. L'augmentation du numerus clausus était véritablement indispensable pour les universités sous-dotées, mais cette augmentation a conduit à baisser le niveau requis pour accéder à la formation en médecine, automatiquement. Donc le tutorat en est plus lourd, ce qui a eu différentes conséquences, et notamment pour les CHU nouvellement surdotés, qui sont soumis, à travers cette augmentation, à la triple peine. Dans les régions difficiles, avec une démographie défavorable, comme c'est le cas spécifiquement en Champagne-Ardenne, les internes ne restent pas. Ils partent à l'issue de leur formation. Première peine. Les gardes d'internes nécessitent un accompagnement. Elles ne ramènent pas d'activité tarifée dans le cadre de la T2A, mais créent une dépense supplémentaire. Par exemple, l'exemple type, les interventions chirurgicales sont plus longues lorsqu'elles sont effectuées par les jeunes internes en chirurgie. Elles mobilisent davantage d'heures de personnel médical et paramédical. Deuxième peine. Et puis, le nombre de professeurs n'a pas augmenté. Il en résulte des heures supplémentaires consacrées, bien sûr, à la formation, au détriment des actes rémunérateurs. Troisième peine. En ce qui concerne, Madame le ministre, maintenant, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Ces contrats pluriannuels sont une procédure intéressante, mais parfois hasardeuse. Les nouveaux CPEM 2012-2017 sont actuellement proposés, après concertation, mais sans connaissance des moyens réels qui ne seront définis qu'en fin d'année en fonction de la répartition définitive des enveloppes par l'ARS et notamment pour les missions d'intérêt général. Si les objectifs sont fixés, les moyens n'y sont pas. Une adaptation du dispositif doit être envisagée, car il est difficile
d'avoir une vision des objectifs sans avoir une visibilité budgétaire. En ce qui concerne maintenant l'ONDAM, pour contrôler les dépenses de sécurité sociale, l'idée est de maîtriser l'augmentation annuelle de l'ONDAM. Les déterminants de l'ONDAM sont d'une part l'inflation